Ça va bien, Bien. ça va bien, très bien. Comment va African Milling? Très bien, Ça va très bien. Vous êtes très bien. On va un peu s'informer, vous informer un petit peu de la situation d'African Milling exact. et échanger à cœur, à livre ouvert, à cœur ouvert un petit peu de comment se passe, disons, le développement du secteur agro-industriel ici au Katanga au Congo. Super bien. Mais Et puis on va vous montrer un peu le tout. Ensemble. Allons. Merci. African Milling répond fièrement à vos besoins. African Milling nourrit vos besoins. African Milling apporte la vitalité à tous. African Milling Bugatti Okwetu. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce programme spécial consacré à l'agriculture. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Patrice Lobé, qui est le CEO d'African Milling Company Congo, qui a lancé il y a sous peu quelques produits sur le marché Katanga, le marché congolais, à savoir Bugatti Okwetu sous différents produits. Patrice Lobé, bonjour. Bonjour. Bonsoir, selon le temps que nous allons suivre ce petit programme. Est-ce que vous pouvez nous parler en bref un peu du cheminement donc, de ce projet African Milling jusqu'à l'aboutissement de la production du premier sac de farine? Tout d'abord, merci de me donner la parole. Ça me fait grand plaisir de pouvoir un peu témoigner au nom de la société, au nom de nos activités. African Milling est une société qui a vu le jour il y a environ 1 an et demi et qui a commencé sa production il y a moins de 8 mois. Dès le démarrage de la production, nous avons pu enfin, et pour, disons, je dirais pas la première fois parce que d'autres minoteries existaient sur le terrain, mais nous avons pu enfin amener un outil de production majeur très important, un des plus beaux d'ailleurs d'Afrique centrale, pour pouvoir produire ce qu'on appelle le Bugatti Okwetu, qui se décline en 3 produits, 2 pour la consommation humaine de qualité, le dernier pour les sous-produits animaux. Nous avons le Breakfast Meal, qui est le sac bleu que tout le monde connaît, qui est déjà actuellement dans les marchés. Et ce sont les sacs que nous sommes en train de voir à l'arrière. Exactement. Nous avons la farine complète qui s'appelle le roller, qui est une farine contenant beaucoup plus de fibres, beaucoup plus all-round comme on dit, c'est-à-dire qui peut à la fois apporter de l'énergie mais aussi des matières protéiques et fibreuses aux consommateurs, principalement les personnes ayant des petits problèmes intestinaux, des problèmes ou des aspects plutôt sportifs. Et puis le troisième, c'est le son de maïs, qui est destiné à l'alimentation animale. Et la production journalière ou sinon mensuelle, elle est de combien? Elle est gigantesque et c'est justement cet outil de vision que la société a voulu amener au Katanga. C'est-à-dire que nous pouvons produire 336 tonnes de farine par jour aux populations de Lubumbashi, de Likasi, de Kolwezi, de Mujimai. Tout ça est à disposition justement du consommateur. Et depuis lors, je crois que vous avez lancé les premiers produits. Comment se comporte le produit Bugatti Okwetu sur le marché Katanga en particulier? Très bien. Il est en croissance. Il était en grande croissance jusqu'à il y a peu. Mais on parlera de ces problèmes, de ces aspects freins à la croissance. Mais les freins à la croissance ne sont en aucun cas liés à l'appréciation du consommateur. Ils ne sont en aucun cas liés aux paramètres propres du produit. On a vu une augmentation de l'ordre de 25 à 35% d'utilisation de consommation par le consommateur du Katanga et des provinces environnantes tous les mois où nous avons produit. Et on peut considérer qu'à ce jour, le produit Bugatti Okwetu, sous ses différentes formes, est consommé partout dans la province du Katanga, sinon dans les grandes villes. Partout et par tous les marchés, c'est-à-dire par tous les consommateurs. Nous allons du consommateur achetant son produit au niveau du marché local. Nous passons par les magasins. Nous évoluons au travers des sociétés de préparation de repas au niveau des mines. Nous sommes au niveau des distributeurs congolais, des grands distributeurs congolais. Donc oui, je dirais que nous couvrons toutes les étapes du marché. Mais cependant, Patrice, vous l'avez évoqué tout à l'heure, tout le monde sur la ville en parle. Il semblerait qu'il y ait une crise alimentaire qui se profile à l'horizon. Mais à considérer tout d'abord le rapport de la FAO et du PAM pour l'Afrique australe, il est noté que 30% de la production agricole d'Afrique australe va diminuer l'année prochaine. Et donc l'Afrique australe prend des dispositions. Mais qu'en est-il pour vous qui êtes dans le domaine de l'agroalimentaire en RDC? Qu'est-ce qui se passe? On est inquiet. On est inquiet parce qu'en fait,
on se rend compte qu'une des raisons de la création de cette minoterie ici au Katanga était justement de pouvoir, pas seulement dans un pur aspect économique, mais aussi dans un aspect social, pouvoir rendre le Katanga et le Congo indépendants par rapport aux sources d'approvisionnement de l'extérieur. Vous vous rappellerez que tous les continents du monde, tous les pays du monde essayent d'avoir un degré d'indépendance qui leur permette justement de mener leur propre politique générale. Les degrés d'indépendance passent aussi au travers de l'alimentation humaine. On peut parler de moyens de production, on peut parler de mines, on peut parler de production de voitures, mais au bout du compte, le peuple doit manger. Les gens doivent pouvoir avoir accès à de la production de qualité à des prix acceptables. Nous, ça fait quand même si on a démarré l'usine il y a quelques temps, on est dans le pays depuis beaucoup plus longtemps. On a vu les crises précédentes au niveau de nouveau de l'approvisionnement en matière alimentaire. C'est ce qui a fait que, ayant vu tant de choses dans le passé, vous vous êtes décidé finalement d'investir dans ce domaine. C'est vraiment cela. On peut dire oui, mais c'est un investissement économique, ils vont vouloir absolument vendre et faire de gros profits. Le but, c'est un investissement qui est social et économique. Le futur de l'endroit, le futur du pays passera au travers de cette indépendance-là. Et donc, effectivement, c'est vrai qu'on a été très soucieux de faire des analyses précises sur le mode de fonctionnement, les balances économiques, les flux, et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un grand déséquilibre. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit bien que le Katanga ne fait pratiquement que exporter. Et exporter quoi? Exporter ses minerais, les minerais à haute valeur ajoutée, une source gigantesque, disons, de devises. Mais malheureusement, en contrepartie, le Katanga ne produit pas de matière agricole en suffisance ici. C'est un danger. C'est un grand danger, parce que ça veut dire que, imaginez-vous, projetez-vous dans le futur, ou rappelez-vous du passé. À un moment donné, un pays peut, pour des raisons diverses, décider de changer sa politique à l'export. On peut très bien imaginer qu'un pays environnant, pour des raisons financières, budgétaires, tout simplement de production locale, va se protéger elle-même, va fermer elle-même la C'est presque le cas pour la Zambie aujourd'hui. Alors effectivement, la Zambie, quelle est la situation d'aujourd'hui? Prenons la photo du temps présent. Des quantités très importantes de farine entrent dans le pays à des prix attrayants. C'est parfait, c'est bien. On peut se dire aujourd'hui, félicitons-nous, tout se passe bien. Je crois que c'est une vue qui n'ira pas plus loin que le bout du nez. Parce que si ça se passe comme cela aujourd'hui, je pense que les auditeurs, les téléspectateurs se rappelleront ce qui s'est passé il y a quelques mois, il y a quelques années. À un moment donné, on a vu aussi une fermeture de la frontière. On a vu aussi des prix qui montaient à 15 $, à 20 $, à 25 $ le sac de Bouari. Comment est-ce que monsieur d'aujourd'hui et plutôt de demain va pouvoir ramener la nourriture à la maison si jamais la frontière et si jamais l'approvisionnement ne se passe plus? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Quel est le plan B? J'aime parler de plan A et de plan B. Exactement, le plan B. Quel est le plan B auquel notre province, notre pays a pu penser par rapport justement à cette indépendance alimentaire? J'aimerais bien qu'on le mette sur la table. Moi-même, j'étais au niveau de la frontière. J'ai vu comment les farines étaient en train d'entrer, à la grande satisfaction certes de la population, mais vous en tant qu'expert dans le domaine, c'est un grand danger parce que la Zambie ne le fait pas comme ça comme un bon élève en fait. Pendant que vous étiez à la frontière, moi je l'ai visualisé et j'ai été de l'autre côté en Zambie et j'ai été faire mon analyse de marché en Zambie. Et j'ai un petit peu regardé comment ça se passait. La Zambie aujourd'hui a des stocks stratégiques. Elle a créé il y a plusieurs années un organisme de régulation de la production qui permet de stocker en bonne période et de relâcher en mauvaise période. Ça s'est fait dans le cas du maïs en Zambie, ça s'est fait dans le cas du café et cacao en Côte d'Ivoire, ça s'est fait dans le cas du caoutchouc qui n'est pas un produit alimentaire, mais enfin qui est aussi un stock régulateur assez stratégique. Donc on voit que tous les pays sont passés par ce genre d'approche. Moi qu'est-ce que j'ai vu en Zambie? J'ai vu qu'aujourd'hui leur stock est occupé à réduire fortement. Ils sont occupés donc à vendre leur stock principalement aux minoteries zambiennes, qui elles-mêmes, même si c'est pas permis, mais elles-mêmes réexportent, disons, cette farine sur les pays environnants. Pas seulement le Congo, hein. Ça part également au Zimbabwe, ça part en Tanzanie, ça part au Malawi, donc ça veut dire que ça part en Afrique du Sud. Ça veut dire que la Zambie est le grenier à grains actuel, ou la grenier à farine actuelle de tous les pays environnants. L'Afrique du Sud connaît des sécheresses importantes et les autres pays environnants connaissent également des sécheresses importantes. Donc ça veut dire que demain,
quand les stocks stratégiques de Zambie seront arrivés à déplétion, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que va faire la Zambie? Ben, la Zambie va tout simplement protéger d'abord ses propres consommateurs. Que va faire la République du Congo? Ben, elle va devoir pouvoir s'approvisionner quelque part. Alors il y a deux choix. Ah ouais, exactement. Il y a deux choix. Soit on se dit, bon, on va accepter d'aller payer des prix qui vont doubler, qui vont tripler par rapport aux consommateurs, et je pense que ça va créer une situation de catastrophe ici dans la zone. Soit on élabore maintenant des plans stratégiques pour pouvoir éventuellement stocker des quantités, à l'instar de ce que fait la Zambie. Il y a quelques petites productions locales ici au Congo. Honnêtement, et j'ai aussi fait notre analyse de marché ici sur le Congo, nous aurons accès à quelques dizaines de milliers de tonnes de maïs. Ces tonnes ne seront pas suffisantes que pour pouvoir tenir assez longtemps. Donc mon rôle ici n'est pas de pouvoir ou de devoir être trop alarmiste, mais messieurs, mesdames, le moment est crucial, le moment est important. Il faut maintenant pouvoir penser comment est-ce qu'on va, au travers des stocks, au travers de stocks qui peuvent être mis dans des grands silos, dans des couloirs, tunnels que des sociétés locales peuvent éventuellement anticiper. Nous avons besoin de pouvoir au moins entrer rapidement en maïs, de l'ordre de, je dirais, 100 000, 200 000, 300 000 tonnes, pour pouvoir justement éventuellement faire face à une crise alimentaire si demain elle devait arriver. Patrice, vous avez parlé de la production locale. Je reviens sur cette question de la production locale. Moi, selon l'analyse que je fais de ce qui va se faire en 2016, je pense même que les petits fermiers auront un grand problème par rapport aux pluies qui sont arrivées en retard. Et puis deuxièmement, pour la plupart d'entre elles, dans la plupart d'entre eux, ils n'ont pas été subventionnés en intrants et en semences et tout le reste. Je pense que 2016, selon une analyse qui est faite des experts, il y aura une baisse aussi de production locale. Les petits planteurs vont être doivent être demain le moteur économique de la croissance agricole. Quand on plante pour à la fois pouvoir nourrir sa propre famille, mais aussi pouvoir valoriser et vendre. Et malheureusement, les investissements qui ont été consentis ne sont pas actuellement valorisables par ces petits planteurs. Alors on va nous répondre, valorisez-les messieurs, achetez la production des petits planteurs. Là, j'ai deux réponses. La première des réponses, c'est nous achetons déjà la production des petits planteurs. Nous n'avons pas attendu, nous avons une minoterie et nous avons besoin, je l'ai dit, de l'ordre de 80 à 100 000 tonnes par année pour pouvoir approvisionner ce gros outil. Mais dans la production locale n'est pas assez suffisante. Et la production locale n'est non seulement pas assez suffisante, mais aussi on doit passer par un processus d'éducation. Maïs n'est pas maïs. On a le maïs de bonne qualité qui nous permet de faire de la farine de bonne qualité. Et puis on a le maïs qui a éventuellement été stocké de mauvaise manière, qui a été produit de mauvaise manière ou qui a été récolté de mauvaise manière. Et là, on rentre un mauvais, on va sortir un mauvais. Donc on doit éduquer, on doit intégrer, on doit faire participer les petits planteurs à notre processus de croissance. Mais ce petit planteur-là ne va participer au processus de croissance que si il sait qu'il va être rémunéré pour son investissement. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Parce que le marché est complètement dérégulé, il n'y a pas de protection du petit planteur ici dans la zone et il n'y a pas de support du petit planteur dans la zone. Donc tant que cela n'existe pas, le petit planteur va arrêter de planter, va arrêter donc faute de pouvoir vendre et donc ça veut dire que le cycle vertueux de la production va tout simplement s'enrayer. Et c'est là où on en est maintenant. Patrice, le tableau est sombre et on sait voir tout de suite que 2016 va mal s'annoncer, mais vous en tant qu'expert dans le domaine de l'agroalimentaire et par rapport aussi à la sécheresse qui frappe l'Afrique australe et donc comme j'évoquais au début 30% de sa production va diminuer et donc ils vont pouvoir geler un peu leurs exportations, que conseillez-vous à tous les intervenants dans la chaîne de production des farines? Je dirais que le leitmotiv qu'on doit garder en tête, c'est le support à la croissance du domaine agro-industriel katangais congolais. Il est important de pouvoir rapidement, et ça peut se faire très rapidement, on parle de 2-3 années pendant lesquelles le pouvoir politique, le pouvoir économique doivent se mettre ensemble pour pouvoir évoluer dans une saine rémunération de tous les acteurs de la filière. Les aspects frontaliers ne sont pas de mon ressort, ou de notre ressort, je plaide néanmoins pour une saine régulation des imports et des exports frontaliers. On sait ce qui se passe actuellement dans divers endroits du pays. Je pense que le Congo doit être justement rémunéré pour toutes ses exportations et pour toutes ses importations. Il est important que les mécanismes mis en place soient correctement implémentés.
Ça, c'est au niveau plutôt frontalier, au niveau plutôt politique et ministériel. Par contre, au niveau de nos actions, nous sommes là. Le tableau peut paraître un peu pessimiste, il ne l'est pas. Au bout du compte, il ne l'est pas. Le message que ici je veux faire passer par rapport à tous les acteurs, soit-ils de nouveau économiques ou politiques, c'est on peut faire de cette situation un success story. Regardez les pays avoisinants, prenez le passé des pays avoisinants, prenez les autres continents, prenons l'Europe, les États-Unis, tous les continents, tous les pays à un moment donné ont été confrontés à une perméabilité des frontières, ils ont tous été confrontés à une espèce de mainmise d'une production quelconque, soit-elle automobile, soit-elle alimentaire, soit-elle, vous les appelez, vous les nommez. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on doit pouvoir protéger notre propre marché sans être trop protecteur. Et il y a des moyens de le protéger. Comment? En supportant le domaine. Le tout n'est pas de faire du protectionnisme à tout crin. Ça ne marchera jamais. Le tout, c'est de pouvoir protéger, de pouvoir supporter et de pouvoir avoir une vision commune. Parce qu'il n'y a pas que MCC dans la réflexion, hein. Il y a tous les opérateurs économiques agricoles ici qui sont demandeurs de pouvoir apporter leur propre contribution et aider les petits planteurs. Donc ceux-ci doivent se regrouper en coopérative, ils doivent s'unifier et ils doivent avec le politique évoluer dans le sens de l'augmentation de la production. Patrice Lobé, merci. Je rappelle que vous êtes le CEO d'African Milling Company Congo, installé au Katanga et pour nourrir avec ambition de donner de la vitalité à des millions. En 2016, vous êtes le vendeur de Boucare Cueto. Qu'est-ce que vous dites aux populations congolaises? Je dirais que les populations congolaises doivent être conscientes du poids qui pèse sur leur tête. Et elles doivent être conscientes du fait que, et là je vais parler de quelque chose qu'on connaît tous bien, la fierté nationale aussi. On est dans un grand pays, dans un beau pays, dans un pays en devenir, qui doit, et qui est dans cette voie-là, et qui, je pense, doit la continuer, qui doit passer au travers de challenge. Actuellement, il y a ce challenge ici, qui s'appelle le challenge de la... C'est pas l'autosuffisance, on ne parle pas d'autosuffisance, mais on parle en tout cas d'un degré d'autonomie suffisamment élevé que pour permettre de parler d'égal à égal par rapport aux sécurité alimentaire. Une sécurité alimentaire, exactement. Voilà. Sachant que les acteurs locaux sont des acteurs de qualité qui vont pouvoir produire un produit de qualité et par rapport auquel le consommateur ne va pas perdre. Donc c'est ça qui doit se dire. Et évitons de trop se préoccuper de l'avenir seulement de demain, mais voyons un peu après-demain. Je crois que quand on verra et quand on anticipera après-demain, on sera vraiment justement dans cette phase de sécurité alimentaire qui permettra vraiment, et c'est la base de toute évolution humaine, qui permettra vraiment d'avoir une vue sereine de tous les autres domaines. Soit-il minier, soit-il industriel, soit-il, on aura garanti la sécurité alimentaire de la population. Je pense que c'est la base de tout. N'oublions pas que le premier acte qu'on pose tous les jours, c'est justement se satisfaire nos besoins primaires qui sont l'alimentaire. Et si vous étiez donné finalement de vanter le Boucare Cueto, comment vous le vanterez? Moi, je vanterais un produit de qualité, un produit local, un produit naturel, un produit qui peut amener... Vous savez, je suis un peu belge aussi, hein. Moi, quand on me parle de ma bière et de mon chocolat, on ne doit pas toucher à mon produit national. Et je vois que de toute façon, du côté de la bière, ou plutôt le Congo n'a rien à nous envier non plus, mais le Boucare Cueto, qui est un produit très spécifique, est un produit qui est très spécifique au Congo. Ce produit-là doit être la fierté nationale de demain. Il doit être produit chez nous, par nous, pour nous, justement, pour pouvoir participer à ce bien-être que nous attendons tous. Patrice, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir dans ce petit programme spécial consacré à l'agriculture. Et donc, nous avons le devoir moral, tous ensemble, de nous investir dans la culture de l'agriculture. Et j'espère vous retrouver encore prochainement pour évoquer cette question qui est très essentielle pour le bien-être de tous les Congolais. Merci et à très bientôt.